Nous avons du plaisir, chers amis, de nous retrouver sur notre plateau ici à Espérance TV pour continuer à réfléchir ensemble autour des vrais problèmes et vrais besoins qui affectent la réalité du monde aujourd'hui. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Jonathan Marie-Louise. Merci de nous accorder ce temps. Bonjour. Parce que nous croyons qu'il est important que la famille trouve sa place et nous aimerions, pendant notre temps d'échange ici, dans cette émission, aborder avec vous, chers amis, les thématiques les plus brûlantes sur les besoins de la famille, mais surtout pour apporter des solutions et des idées, des pistes de solutions par rapport aux problèmes que les familles peuvent aujourd'hui rencontrer. Je disais que nous recevons pour vous et avec vous, M. Jonathan Marie-Louise. Vous êtes thérapeute, vous avez développé une pratique, vous êtes formé en psychologie. Et avec vous, nous voulons cheminer ensemble pour pouvoir voir ce qui peut être fait, quelle est la situation et quelles sont les possibilités qu'on peut découvrir aujourd'hui avec la famille. Alors, pour vous présenter et vous introduire, dites-nous un petit peu, M. Marie-Louise, comment vous concevez aujourd'hui la situation de la famille de manière générale? Pour répondre à ma question, à la question en tout cas qui a été posée, quelles sont aujourd'hui les problématiques qu'on va constater au niveau des familles? Donc, premièrement, on va parler de délinquance. On va voir effectivement qu'il y a de nouvelles formes de délinquance. Alors, on ne va pas considérer que la délinquance elle est nouvelle parce que la délinquance a toujours existé de différentes manières. Cette délinquance aujourd'hui, elle est médiatisée, c'est vrai. C'est vrai. Mais maintenant, on a une forme de délinquance qui va aujourd'hui permettre d'exprimer un mal-être au niveau des familles. On a l'identification des jeunes par rapport à la rue. On a, si on se met à analyser les actes délinquants, on va voir en fait qu'il y a ce refus de l'autorité, il y a ce cri qui est lancé vers la société par rapport à ce mal-être, par rapport à une non-prise en charge, par rapport à un manque de soutien. Enfin, on peut l'interpréter de différentes manières. Simplement, sans rentrer en tout cas dans les interprétations, dans les détails et dans des théories sociales, on va simplement noter effectivement que le point de départ de beaucoup de mots, c'est la famille. Je vais donner un exemple qui pourrait faire sourire, mais lorsqu'on va étudier la composition des familles à l'échelle de différents pays, on va constater que dans les pays où les mariages sont autorisés simplement entre personnes de la même famille ou de la même lignée, on va constater que dans ces pays-là, il y a beaucoup plus de guerres. D'ailleurs, ce sont des pays qui sont à l'heure actuelle en guerre. Ben oui, parce que qu'est-ce qui va se passer? Ben, comme c'est la même famille, on va parler de tribus, donc d'affrontements de clans, exactement. Donc à ce moment-là, de guerre civile, de choses comme ça. Et on va constater, oui, que ce sont par exemple des pays en guerre. Alors que dans les sociétés où les familles se mélangent, on ne retrouve pas ce même genre de phénomène. Alors, simplement, c'est une petite parenthèse que je fais simplement pour vous dire que la famille, papa, maman, les enfants, sans paraître, ça va influencer le cours de l'histoire de certains pays, les décisions politiques qui pourraient être prises, les décisions économiques, parce que là aussi, ça a des répercussions économiques. Donc, la famille, c'est important. C'est important pour maintenant, mais c'est surtout aussi important pour demain. C'est intéressant que vous faites la connexion, dans cette introduction, entre délinquance et famille. Beaucoup n'ont pas toujours fait. Alors, je fais référence à un article que je lisais hier dans un grand magazine aux Antilles françaises, pour ne pas le nommer, qui laissait sous-entendre une baisse de la délinquance. Mais le journaliste disait que c'est peut-être une baisse statistique, mais que le ressenti de la population n'est pas le même. Et qu'on a l'impression, malgré le fait qu'on aurait peut-être noté une baisse de la criminalité ou de la délinquance, que le vécu familial est perçu dans un contexte beaucoup plus de crise et d'angoisse. Donc c'est intéressant quand vous faites la connexion entre famille et délinquance. Maintenant, est-ce que vous pensez que du point de vue sociétal, au point de vue gouvernemental, on a toujours fait cette connexion entre famille et délinquance? Qu'en pensez-vous? Je pense que ça n'a pas toujours été fait. En tout cas, si on le fait, c'est maintenant. Dans la mesure où on va attribuer, par exemple, certains phénomènes de délinquance
à des phénomènes économiques, donc on va parler de chômage, Okay. on va parler de crise, de choses comme ça, et rarement on va dire, mais voilà, peut-être qu'il y a une véritable problématique d'ordre familial, peut-être que le phénomène de rue, c'est l'identification de l'enfant par rapport à ce père absent. Ouais. Ces choses-là, les politiques en tout cas ne le disent pas forcément ouvertement. Pourquoi, je ne sais pas. Néanmoins, effectivement, le constat est le suivant lorsqu'on a la chance d'avoir ces jeunes en face de soi ou alors de participer à des programmes de réinsertion. En fait, plus souvent que rarement, la problématique de la famille sera la première cause qui sera évoquée dans la problématique du jeune. Maintenant, quand vous parlez de famille, vous disiez tout à l'heure papa, maman et les enfants, on a de plus en plus maintenant des systèmes de famille qui ne retrouvent pas ce modèle. Alors, des familles qui se retrouvent très souvent une mère qui élève 2-3 enfants, ou bien des systèmes de famille recomposés. Est-ce que vous verrez un lien entre cette nouvelle configuration familiale et le résultat que nous avons dans la société? Les meilleurs seuls, sans avoir fait d'études en histoire, j'ai envie de dire, surtout notre société en Martinique, ça a toujours existé en soi. Je ne pense pas que ce soit le seul problème, en tout cas, c'est un élément accompagné de d'autres. Mais je pense qu'il faudrait voir cette famille au sens large, c'est-à-dire que l'enfant, par exemple, qui vit avec sa mère, donc le père est absent, il peut trouver d'autres figures d'autorité, l'oncle, le grand-père, et la problématique, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces personnes se retrouvent isolées à l'intérieur même de leur famille. Et c'est peut-être là tout le problème, parce qu'avant, vous aviez effectivement des mères qui étaient seules. Il y avait un grand-père, il y avait un grand-père, il y avait un oncle, il y avait une tante. Il y avait d'autres adultes qui étaient en mesure de jouer un rôle, parfois même un voisin, qui était en mesure de jouer un rôle pour pouvoir cadrer, ramener à. Vous aviez des pères qui n'étaient pas forcément présents, qui étaient même absents. Il y avait des périodes de l'histoire où, effectivement, il fallait avoir des enfants, par exemple, ne pas partir en guerre. Donc, des pères absents, il y en a eu. Mais la société, il y avait un cadre qui n'est pas le même aujourd'hui, parce que chaque personne, entre guillemets, a sa vie, fait ses affaires. On me dit chez nous, chaque bête a fait qu'à clairer pour Namio. C'est un petit peu ce credo-là qui est prôné aujourd'hui, qui fait qu'effectivement, on se retrouve isolé, dépassé. On se retrouve avec des personnes qui, en tant que parents, n'ont pas forcément toujours cette construction. Je vais prendre un exemple simple. La famille va passer par cette première étape de relation amoureuse, parce que un homme rencontre une femme et vice-versa, et à partir de là, une certaine histoire va se créer, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais une certaine histoire va se créer, et il y aura pour certains donc un projet qui marche ou qui ne marchera pas. Il y aura un projet qui marche, mais il y aura un inconvénient, par exemple un décès qui va survenir. Et puis il y aura des projets qui ne vont pas forcément marcher dès le départ, ou alors des personnes même qui délibérément vont faire le projet d'élever un enfant seul. Simplement, dans tous les contextes que j'ai cités, plus souvent que rarement, on se retrouve avec des personnes qui ne se sont jamais assis en fait au préalable pour pouvoir se dire, tiens, fonder cette cellule particulière qui implique de transmettre la vie, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai ce qu'il me faut pour pouvoir assumer ça, exactement, et littéralement assumer. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pu faire le bilan sur moi-même, pour savoir quel genre d'individu je suis, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce que je peux transmettre délibérément, ou qu'est-ce que je peux transmettre de manière involontaire, donc de moins bon, pour pouvoir se dire, voilà, oui, effectivement, je peux m'orienter dans ce choix-là, ou non, je ne devrais pas m'orienter dans ce choix-là. Alors, vous multipliez ça par 2. Vous allez voir que déjà tout seul, c'est déjà pas évident. Mais si en plus il faut ajouter quelqu'un d'autre, c'est encore moins évident. Alors quand ce travail-là n'est pas fait, on a des personnes qui vont effectivement se rencontrer, créer une histoire qui aujourd'hui sera influencée par ce qu'on voit à la télé, par voilà, exactement. La relation de couple ne sera pas forcément prise entre guillemets au sérieux dans tous les sens du terme au départ. Et donc on va se retrouver avec 2 personnes qui vont s'embarquer dans cette histoire, ou vont se retrouver rattrapées en tout cas par certaines réalités et responsabilités
que de vivre cette relation amoureuse-là sans avoir au préalable fait ce travail-là. Donc, le travail n'est pas fait. Vous avez un enfant qui est là. Vous avez une famille qui est là. Et on bricole. On essaie de s'adapter par rapport à ce qu'on va lire dans les magazines, ce qu'on va trouver à la télé, ce que le voisin va dire, ce que quelqu'un va nous dire, sans véritablement avoir de projet construit dans lequel on est censé amener un enfant à devenir un individu mature et responsable. Mais on part, dans ce cas, avec cette trajectoire, on part vers l'échec d'une nation, parce qu'en fait, la nation étant composée de petites unités familiales, s'il n'y a pas une prise en charge, une préparation particulière, l'addition de ces erreurs répétées fait qu'on est dans une situation d'échec. C'est exactement cela. La conséquence aujourd'hui, et il faut bien le comprendre, il ne s'agit pas simplement de se dire, bon ben voilà, je gère mon problème pour moi-même, chacun fait comme il veut. Il s'agit de comprendre aujourd'hui que chaque famille compose la nation et que ce manque de prise de responsabilité-là influe pas seulement ma famille, mais influe la nation. Quand vous avez une personne, par exemple, il suffit de regarder l'actualité, vous allez voir des problématiques de délinquance. La délinquance n'est pas produite par une majorité, mais bien par une minorité de personnes, d'accord ? Et pour autant, cette minorité de personnes-là va influencer toute une population. Je vous donne un exemple qui est simple. J'ai eu l'occasion de voyager dans un autre département français. Je me suis retrouvé à 23h minuit dans la rue, en pleine période, par exemple, de carnaval, sans avoir d'inquiétude aucune. C'est-à-dire que dans cet environnement-là, alors qu'on était dans une période qui sera réputée comme étant dangereuse ou chaude, voilà, où tout n'est pas forcément sécure, dans ce contexte-là, je me suis retrouvé en sécurité. C'est-à-dire que à 23h minuit, j'étais sur une place, tranquillement, sans me dire, tiens, il faut que je fasse attention pour ne pas me faire agresser. Et je transpose cette même situation-là, par exemple, ici, et effectivement, ce ne sera pas possible. Il suffit simplement de regarder les actualités. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Effectivement, il y a eu un cas. Il y a eu une information sur cette situation-là. Les gens vont prendre la décision, par exemple, de fermer leur commerce plus tôt. Parce qu'ils vont se dire, oui, mais si je garde mon commerce ouvert, je suis sujet, voilà, effectivement, à me faire agresser. Donc, les commerces se ferment plus tôt. Les familles se disent, mais de toutes les façons, on peut risquer, si on va à l'extérieur, de se faire agresser. Et si on teste, on va trouver des commerces qui seront fermés. Donc, ce que j'essaie de dire, d'un point de vue, par exemple, purement économique, juste à ce niveau-là, on se rend bien compte que finalement, ce phénomène-là, oui, il va influencer, par exemple, une économie. Parce que ces personnes-là qui auraient pu, ces commerçants, par exemple, qui auraient pu rester ouverts jusqu'à minuit et continuer à gagner leur vie, ces familles qui auraient pu se faire plaisir en ayant une activité autre que celle du travail, c'est-à-dire on prend le temps pour sortir, pour s'aérer un peu l'esprit, pour se retrouver, partager un petit moment sur une place publique. Se détendre, voilà. On se rend bien compte que c'est pas possible parce que justement, ces personnes diront oui, mais je me sens en insécurité. Ces commerces diront mais moi je ferme plutôt parce que je me sens aussi en insécurité. En fait, c'est le maillon d'une chaîne et qui va influencer toute une société, qui va influencer des décisions politiques, qui va influencer pas mal de choses. Donc, la famille, oui, ça, c'est pas simplement ma famille, mais c'est comprendre que, en fait, ces conséquences-là influent véritablement notre nation. Tout à fait. Nous recevons pour vous, chers amis, M. Jonathan Marie-Louise, dans notre émission « C'est cette famille ». Nous avons depuis quelques instants déjà commencé à réfléchir sur la réalité de la famille dans laquelle vous et moi nous vivons et nous tentons de peindre un tableau aussi réel que possible de la situation actuelle de la famille. Monsieur Marie-Louise, merci encore de nous accorder ce temps. Alors, le diagnostic que nous faisons peut être considéré comme alarmant ou alarmiste, certains diront. Mais ici, sur ce plateau, ce que nous voulons, c'est avoir une démarche positive. Maintenant, à partir de cette réalité de la famille aujourd'hui, quelles seraient, pensez-vous, les pistes? Alors, on ne pourra peut-être pas tout faire aujourd'hui dans cette émission, mais dans les émissions suivantes, on va aborder d'autres thématiques précises. Mais quelles seraient, pensez-vous, quelques pistes que nous pouvons développer avec nos amis pour
qu'il voit qu'il y a des possibilités, que tout n'est pas perdu et qu'on peut rétablir une situation d'équilibre, que la famille joue véritablement son rôle dans cette société, d'après vous? Alors, la première chose à faire, à mon sens, ce serait un bilan. Okay. C'est ça, une première auto-évaluation de sa situation familiale, pour pouvoir savoir, alors quand je parle d'auto-évaluation, de bilan, il s'agit pour nous de pouvoir identifier de manière visible, observable, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je prends un exemple simple. Je peux estimer en tant que père que ma famille se comporte bien, que tout va bien, parce que je ramène un salaire suffisant à la maison. Je suis marié, donc je vis avec tous les membres de ma famille sous le même toit, et je peux estimer effectivement que c'est bon, ça va, tout est réglé. Donc je peux effectivement considérer, dans ma vision des choses, que tout va bien, alors que dans la réalité de ce que les autres vivent, il y a effectivement des choses à redire. Donc si je prends le temps d'analyser, de voir comment les personnes réagissent et d'évaluer la communication qu'on peut avoir, parce que ça va passer d'abord par ça. Je n'ai pas d'échange avec mon fils, ma femme ne me parle pas, on a des horaires décalés, donc on se croise. Oui, effectivement, je peux avoir en tout cas identifié facilement des éléments qui me permettront de savoir que bon, ben, il y a peut-être un problème, il y a peut-être quelque chose à faire. Je vais observer mon enfant, savoir s'il a des projets de vie, s'il arrive à avoir un projet professionnel, s'il arrive à se positionner, est-ce qu'il est capable de faire des choses, ou est-ce qu'il se sent capable de faire des choses ou pas. Je peux identifier sur son comportement, tenue vestimentaire, ses propos, comment est-ce qu'il se place lui dans cette société, ou plutôt même dans cette famille, est-ce qu'il se sent utile, est-ce qu'il arrive à apporter sa contribution. Ce sont des éléments qui sont assez faciles à observer et qui pourraient me permettre déjà de faire un premier bilan. Une fois que j'ai fait ce premier bilan-là, je vais pouvoir voir là où il pourrait y avoir un problème. Et il s'agira de pouvoir, bien sûr, se remettre en question, mais surtout de proposer, en fait, à la famille un projet pour pouvoir revenir à quelque chose de meilleur. Je peux faire un constat, et si je décide de faire des changements, mais tout seul, ces changements-là ne seront pas forcément vus. Et comme le changement n'est pas forcément facile, s'il n'y a pas d'aide ou de prise de conscience des personnes concernées, ça va être encore plus compliqué. Donc, le plus intéressant, c'est de pouvoir se dire, bon, voilà, j'ai observé ça, je pense qu'il y a un problème, il y a des choses à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? On échange. Et si on a pris une décision par rapport à ça, parce que si j'ai pu identifier à ce moment-là, je dirais, bon, j'ai vu qu'il y a un problème à tel niveau, et il faut qu'on puisse arriver à, et j'ai décidé de... Alors, c'est pour pouvoir finaliser par rapport à cette proposition, quel serait celui qui devrait prendre l'initiative? Père, mère, peu importe. J'ai envie de dire, ce serait celui qui serait le plus conscient des problèmes qu'il y a. Okay. Puisque si l'individu en face n'est pas conscient de la problématique, il ne peut pas prendre de décision de faire des changements, parce que pour lui, il n'y a pas de changement à faire, tout va bien. Ou alors, chien marré, c'est pour lapider, donc voilà, quoi. Non, c'est celui par défaut. On va considérer que l'avance que j'ai me permet de comprendre l'autre. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que si j'estime que je suis suffisamment en avant ou j'ai suffisamment de recul pour pouvoir avoir conscience d'une situation, eh bien, ça sous-entend que cette avance que j'ai là, ça me permet de comprendre l'autre. Donc, ça me permet, en fait, d'initier le changement, de poser un cadre favorable à ce changement-là et de rassembler toutes ces personnes-là autour de ce projet-là. Très bien, très bien. Donc, ça, ce serait la première étape, faire un constat. Voilà. Qu'est-ce que vous verrez d'autre comme autre piste L'autre piste, c'est une piste d'information, c'est-à-dire de pouvoir identifier son parcours de vie, puisqu'il n'y a pas de fumée sans feu. Pouvoir identifier son parcours de vie, pouvoir peut-être un peu reconsidérer son histoire, reconsidérer ses comportements en fait, qui pourraient poser problème et qui ont une origine dans l'histoire de la famille, en tout cas dans l'histoire de ma famille, avant de parler de la famille avec mon épouse et nos enfants. Dans l'histoire de ma famille, et pouvoir trier ce qu'il y a de bien, ce qu'il n'y a pas de bien, de pouvoir identifier en fait ce qui est vrai et ce qui est faux dans l'interprétation des situations que j'ai vécues, parce que lorsqu'on est enfant, on croit vivre des situations, on croit entendre des choses qui sont sorties de leur contexte ou alors qui sont mal interprétées, transformées, et malheureusement derrière, souvent, je me retrouve à avoir tiré une conclusion qui s'est transformée en croyance de vie, et puis derrière, j'ai pris une orientation qui est totalement erronée parce que j'ai cru que, ou j'avais cru que
Alors, quand les parents sont encore vivants, on peut faire aussi un travail de remédiation, de correction, où on peut aller prendre l'information quand les personnes peuvent avoir une bonne communication. Quand les parents sont décédés, là, ça devient un petit peu plus compliqué parce que le parent il est décédé. À ce moment-là, là aussi, on peut mettre en place un accompagnement, se faire aider d'un professionnel qui va nous aider à faire le deuil de ce sur quoi on ne peut plus revenir. Parce qu'on peut faire le deuil de toutes ces situations-là pour pouvoir à ce moment-là repartir de zéro. À partir du moment où j'ai conscience, je peux mettre le doigt sur le problème. Enfin, j'ai mis le doigt sur le problème, je peux à ce moment-là trouver des solutions pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et on parle véritablement de repartir sur de nouvelles bases. C'est la base qui est nouvelle. Parce que si on cherche à reconstruire sur une base qui n'est pas bonne, on sera dans la répétition et le résultat sera tout à fait le même. Et ensuite, l'autre étape, c'est l'étape de l'information. On ne peut pas forcément tout savoir. On peut avoir au départ une mauvaise information. Il s'agit de pouvoir comprendre les choses avec un regard qui ne serait pas basé sur mon expérience personnelle, mais qui serait plus basé sur des éléments scientifiques, sur de la recherche, des éléments neutres qui peuvent nous permettre d'avoir un point de vue qui serait beaucoup plus juste sur nous-mêmes et sur l'autre. Je prends un exemple simple. Beaucoup d'hommes agissent avec leurs femmes par rapport à ce qu'ils ont vu leur père faire ou alors par rapport à ce qu'ils ont cru avoir entendu. Le modèle qu'on nous a proposé. Voilà, exactement. Alors qu'en réalité, on peut avoir une information sur la psyché de la femme, sa sensibilité, inversement. Il y a plein de femmes du moins qui ont cette représentation de l'homme, une représentation qui peut être totalement erronée, mais qui sera issue de l'éducation qu'elles ont reçue, de ces modèles qui ont été créés. Alors qu'en réalité, pour peu qu'on s'informe, on peut accepter le fait, je fais un exemple tout bête, qu'un homme puisse pleurer. Ça, c'est normal parce que c'est un être humain, il a des émotions, il peut pleurer, c'est pas anormal. Un homme qui pleure, c'est pas un homme faible, ça n'a absolument rien à voir. Donc ce sont des petites choses comme ça. Et puis, bien évidemment, de manière transversale, les enfants, l'adolescence, période qui sera jugée comme étant critique, redoutée par certains parents, alors que l'adolescence, c'est une bénédiction. La crise d'adolescence, c'est ce qui va permettre à cet enfant-là de devenir demain matin un adulte responsable, mature, qui lui, justement, s'il a fait cette bonne crise et qu'il a eu des parents qui ont pu l'accompagner, eh bien vous avez un adulte qui ne va pas reproduire des schémas, par exemple. Donc la crise d'adolescence, c'est pas particulier, c'est vrai, mais il y a une atténuation qui peut être faite par rapport au type de communication que je vais pouvoir avoir avec mon enfant, par rapport à mon positionnement de parent, savoir que, par exemple, l'enfant peut lui imposer des choses, mais l'adolescent, on a plus intérêt à négocier avec lui, c'est pas une marque de faiblesse, mais plutôt une marque d'intelligence, à négocier avec lui, bien évidemment, dans un cadre de sécurité qui est défini par le parent. On a plus intérêt à négocier avec lui qu'à aller systématiquement à l'affrontement et au conflit. Toute oppression conduit à une révolution. Tout à fait. Si ça marche dans les sociétés, dans les pays, ben, comme les pays, c'est la famille, ça marche aussi dans la famille. Donc, je pense qu'il y a ce travail d'information qui doit être fait. Et ces éléments-là vont me permettre de me remettre en question, de réévaluer ma position. Il ne s'agit pas simplement d'adhérer, comme si c'était du pain béni, ce qu'on va voir, mais plutôt de s'offrir pendant un temps cette période de remise en question, de réévaluation de ces orientations, de ces choix qu'on a déjà faits, pour pouvoir se dire, tiens, je pensais que, mais peut-être que, parce qu'en réalité, ce qui va définir la qualité de ma communication, c'est le retour, le feedback que je vais avoir. Et si je me rends compte que finalement, en matière de communication, avec mes enfants, par exemple, ça ne marche pas, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose à faire. Si je me rends compte que je n'arrive pas à communiquer avec mon épouse ou mon époux, ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne s'agit pas de dire que j'ai tort ou que j'ai raison. Il s'agit simplement de dire, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a encore quelque chose à faire. Alors, ce que vous partagez avec nous, monsieur Marie-Louise, nous laisse sous-entendre, comprendre qu'il y a espoir. Parce qu'en fait, dans la première partie de l'émission, on aurait pu penser que bon, mais c'est fini, c'est pas la peine d'avoir une famille. Mais ce que vous nous dites là maintenant nous laisse vraiment bien comprendre que malgré tout, il y a possibilité, que tout n'est pas perdu, qu'il y a possibilité de construire une famille équilibrée, solide, qui contribue à l'épanouissement des membres de cette famille, que ce n'est pas quelque chose qui est hors de la possibilité
de monsieur tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour avoir des outils. C'est possible. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut considérer effectivement que tout est possible. Et je vais donner un exemple concret. Je suis également chef d'entreprise. Et lorsque je fais mon recrutement, la première chose que je vais chercher à savoir, c'est si l'individu en face de moi a une famille. Okay. Parce qu'en termes de stabilité, la personne qui vit entre guillemets seule ou qui n'arrive pas à se positionner d'une manière claire sur son rôle au sein d'une famille ou même de la société, c'est une personne qui sera considérée comme instable et donc qui va travailler d'une manière qui ne sera pas forcément intéressante. La famille permet à une personne d'être stable. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'une personne qui vit avec quelqu'un d'autre, c'est une personne qui a déjà une certaine ouverture d'esprit, qui est capable de partager, qui est capable de transmettre, qui a un objectif. Donc, c'est une personne qui va s'inscrire dans la vie d'une manière qui est beaucoup plus particulière que la personne qui n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Donc, la famille, c'est important d'un point de vue personnel pour ma construction. Évoluer dans une famille, c'est bien. Donc, évoluer dans une famille, que ce soit avec son père et sa mère ou que ce soit en ayant sa propre famille, ben, évoluer dans une famille, c'est beaucoup plus intéressant que la personne qui est isolée, en marge. Voilà, exactement. Donc, la famille, oui, c'est possible. Aujourd'hui, il est possible, même si on a pris un mauvais départ, il est possible pour peu qu'on ait de la bonne volonté et que chacun fasse preuve de bonne intelligence, effectivement, on peut s'en sortir. Ça va demander plus ou moins de temps en fonction de la sensibilité, de l'histoire des uns et des autres, mais néanmoins, effectivement, c'est possible. Alors, on parle d'histoire, et même parfois même de devoir de mémoire, mais lorsqu'on est dans une démarche de reconstruction, donc sur une base qui est solide, ce devoir de mémoire-là, il faut aussi pouvoir en faire fi, parce que si effectivement on se dit qu'on est dans une démarche de reconstruction, de réorientation, et que derrière, inlassablement, on rappelle à l'autre revenir, voilà, à son imperfection, alors c'est valable à tous les niveaux de la famille, c'est sûr que ça va devenir compliqué. Donc, on prend bien conscience qu'il faut pouvoir, au-delà du pardon, il faut pouvoir faire grâce. C'est-à-dire, sans justification aucune, pouvoir accepter le fait que, bon, ben voilà, pour avancer, il faut carrément déchirer, enlever la page. Tout à fait. Il faut vraiment vouloir le faire pour qu'effectivement, ça puisse marcher. Mais en tout cas, c'est possible. Très bien. Je vous remercie encore d'avoir partagé avec nous ces quelques informations. Chers amis, nous avons échangé avec M. Jonathan Marie-Louise, un thérapeute qui partage son expérience avec nous, mais qui nous permet de pouvoir réfléchir déjà sur la manière d'appréhender les besoins de la famille et de déjà percevoir une piste de solution, une piste d'espoir dans la mesure où nous voulons faire ce qui doit être fait. C'est notre émission C'est cette famille que nous voulons mettre à votre disposition sur le plateau d'Espérance TV parce que nous croyons que la famille, c'est important pour chacun d'entre nous. Monsieur Jonathan Marie-Louise l'a dit il y a un instant, que nous avons besoin d'avoir une famille pour être bien intégré, bien conçu. Et nous croyons que dans ce contexte, nous voulons avec vous, dans les émissions qui vont suivre, partager encore quelques pistes, quelques solutions, peut-être entrer dans des thématiques qui soient plus précises pour répondre aux besoins que vous pouvez rencontrer, chacun d'entre nous, dans la manière de vivre sur cette terre, dans nos rapports avec nos enfants, avec nos époux, avec nos voisins. Et c'est un petit peu ça l'intention que nous avons dans notre émission. C'est cette famille. Monsieur Marie-Louise, merci encore d'avoir partagé avec nous ces quelques informations de départ. Merci d'avoir accepté d'être l'un de nos partenaires pour cette émission, c'est cette famille. Et nous croyons qu'avec votre aide et avec les autres partenaires, nous pourrons apporter quelques pistes pour pouvoir aider les familles qui sont en difficulté ou qui voudraient s'améliorer tout simplement. Merci encore de votre contribution. Merci.